Le vent de la réforme souffle sur les mairies contrôlées par l'Union progressiste Le Renouveau. Alors que les nouveaux édiles prennent progressivement le MAC à la tête des communes, la direction nationale du parti vient de poser un acte fort de centralisation administrative et politique. Dans une note circulaire signée par son secrétaire général, Gérard Benonchi, le parti demande formellement au maire de surseoir à toute initiative relative à la nomination des membres de cabinets municipaux jusqu'à nouvel ordre. L'objectif affiché par le secrétariat général de l'UPR est clair: éviter les initiatives disparates et garantir une cohérence politique sur l'ensemble du territoire. Le parti souhaite que la gestion des cabinets municipaux ne soit pas laissée à la seule discrétion des maires, mais qu'elle réponde à une vision globale de gouvernance locale portée par la formation politique. Selon le document, des directives précises et harmonisées seront bientôt communiquées. Celles-ci devront intégrer non seulement les exigences légales en vigueur, mais aussi et surtout des équilibres politiques et territoriaux. En clair, le parti entend veiller à ce que les nominations reflètent les forces en présence et respectent les compromis politiques internes, évitant ainsi d'éventuelles frustrations à la base. Pour l'UPR, cette suspension n'est qu'une mesure conservatoire. Elle vise à garantir que l'organisation des cabinets soit efficace, coordonnée et conforme à la ligne idéologique du parti. En rappelant les maires à leur sens de discipline et à leur loyauté, Gérard Benonchi souligne l'importance de l'intérêt supérieur du parti face aux velléités individuelles. Cette décision intervient dans un contexte de consolidation de la décentralisation au Bénin, où le rôle des cabinets municipaux est crucial pour l'appui technique aux élus. Une chose est sûre, à l'UP Le Renouveau, la gestion du pouvoir local reste une affaire de parti où la discipline de groupe prime sur l'autonomie des élus. Au Bénin, l'UPR contrôle les mairies de plus de 40 communes sur les 117 que compte le pays à la suite des résultats issus des élections communales du 11 janvier 2026. Les réseaux sociaux sont des plateformes qui permettent d'interagir, de former une communauté virtuelle autour d'un intérêt commun et également de partager des contenus. Cependant, il est constaté que sur ces réseaux sociaux, on observe plusieurs dérives sociales. Et parlant de ces dérives, il faut noter d'abord la propagation de fausses informations, ce que nous appelons des fake news ou bien des rumeurs. Également, l'autre dérive fondamentale, c'est l'atteinte au droit privé. Nous avions également l'isolement social, sans oublier ce qu'on appelle la floraison des infractions cybernétiques, comme le cyberharcèlement, la cyberpornographie et la cyberpédophilie. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, le législateur béninois n'a pas donné une définition explicite de ces dérives sociales. Toutefois, il existe des tests qui encadrent ces dérives. Et parlant de tests spécifiques, il faut retrouver d'abord la loi numéro 2019-40, modifiant et complétant la loi du 11 décembre 1990 portant Constitution en République du Bénin. Au-delà de cette norme hiérarchique qui assure la sauvegarde des droits fondamentaux des hommes, nous retrouvons également le Code pénal, la loi de 2018 en vigueur en République du Bénin, sans occulter le test spécifique qu'est le Code du numérique en République du Bénin. Il faut avouer que, au sens de l'article 550 du Code du numérique en vigueur au Bénin, l'auteur d'une telle infraction est sanctionné des peines privatives de liberté. C'est-à-dire quoi? Ce dernier peut écoper de 6 mois jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et également peut être condamné à des amendes. En matière de sanctions, il faut également retrouver la régulation des plateformes numériques. On peut demander à ces plateformes de retirer ces contenus haineux.
Il faut également retrouver la responsabilité de ces auteurs. Il peut s'agir d'une responsabilité civile ou délictuelle, mais également une responsabilité pénale. Et quand on parle de la responsabilité des auteurs, il faut retrouver les journalistes, il faut retrouver les blogueurs, il faut également retrouver tout utilisateur de réseaux sociaux. Bon, en matière de protection, il faut que ces utilisateurs se familiarisent avec le code du numérique pour mieux comprendre leurs droits et leurs devoirs. En plus de cela, il faut que ces utilisateurs essaient de paramétrer leur confidentialité sur les réseaux sociaux en limitant l'accès à leurs données personnelles. Et quand ils sont dans un abus, il faudra qu'ils collectent des preuves, qu'ils déposent une plainte auprès des autorités, mais pour mieux voir la sauvegarde de ces droits, la défense de ces droits, il faudrait qu'ils consultent celui qu'on appelle le professionnel du droit, en l'occurrence un juriste spécialisé dans le droit des numériques ou bien un conseil, un avocat, afin de voir ses droits protégés. Je vais simplement inviter chaque utilisateur des réseaux sociaux à prendre garde sur ces moyens de communication qui nous sont offerts à l'ère du numérique, à l'ère d'un droit trajectile que nous appelons le droit du numérique. Parce que Internet n'oublie pas, Internet a de la mémoire. Alors il faut savoir comment utiliser ces moyens de communication à bon escient afin de ne pas être complice ou bien auteur d'une telle infraction sanctionnée par la loi pénale ou bien par la loi civile. Prendre soin de ses parents, c'est obligatoire. C'est obligatoire parce que lorsque tu es né, ce sont ses parents qui avaient pris soin de toi. C'est-à-dire, c'est eux qui, d'abord, ta maman t'a gardé pendant 9 mois, tu es né, ils ont payé les frais d'hospitalisation, les couches, la nourriture, jusqu'à ce que tu aies l'âge adulte. Mais ils ont pris soin de toi. Maintenant, à ton tour maintenant de leur rendre l'appareil. Parce que chemin faisant, eux, ils vont vieillir. Et ils ne seront plus en mesure de prendre soin de toi comme eux autres le faisaient. Ça veut dire, toi, tu as été leur enfant. Et maintenant, c'est eux qui deviennent maintenant ton enfant à toi. Parce que tu as été leur charge. Maintenant, eux autres, c'est ta charge à toi maintenant. Donc, pour couper court, c'est obligatoire, ce n'est pas discutable, ce n'est pas négociable. Prendre soin de ces parents-là, c'est obligatoire. Selon moi, ce sont mes parents, non. Et c'est eux qui m'ont mis au monde. Le sperme qu'ils ont fabriqué là pour pouvoir me mettre au monde là, moi je ne peux pas rembourser ça. Et de plus là, depuis ce temps, et quand ils m'ont mis au monde là, moi j'utilise les sangs jusqu'à l'instant T. Le fait qu'ils m'ont mis au monde, c'est qu'ils ont voulu de moi. Mais s'ils n'ont pas été là, vous pouvez m'avoir voté, mais sinon, s'ils n'ont pas été là, c'est qu'ils n'ont pas pu être là. Mais peut-être qu'il n'y avait pas les moyens, les trucs du genre. Et en plus, ma maman m'a gardé pendant 9 mois, donc je dois prendre soin d'elle, quel que soit ce qu'elle fait. Les parents n'ont pas vraiment pris soin de lui. Ça veut dire qu'il est resté, c'est-à-dire il a grandi seul, il a tout fait seul. Mais là, ça devient difficile. Ça, avant que ce ne soit obligatoire, il faudrait que l'intéressé ait vraiment la crainte de Dieu. C'est-à-dire, il leur retourne l'appareil parce qu'il veut juste payer le droit de vie. Juste le fait qu'il est né pas de 2 personnes, il veut juste leur remercier pour lui avoir fait venir dans cette vie, quoi. Sinon, si ce dernier n'a pas la crainte de Dieu et il veut rendre coup pour coup, c'est-à-dire, si c'est œil pour œil, dent pour dent, c'est que pour lui, ce serait facultatif. Vous ne m'avez pas pris soin de moi lorsque j'étais petit et lorsque j'ai grandi seul. Donc, il n'est pas obligatoire que je vous fasse quoi que ce soit. Œil pour œil et dent pour dent. Est-ce qu'il y a un enfant sans parents? Hein? Il n'y a pas un enfant sans parents. On ne peut pas voir, même quand on voit les fous là, hein, on dit que telle personne là,
la personne n'a pas de famille là, quand tu vas les toucher là, les familles vont toujours sortir. C'est pourquoi même si mes parents ils m'ont mis au monde là, hein, et ils ne me font rien, et je me suis débrouillé seul pour pouvoir être ce que je veux être là. Moi, je ne vais même pas regarder ça. Même si eux, ils me font quelque chose du mal là, moi, je vais les faire du bien. Prendre soin de ses parents, c'est déjà les nourrir. Désormais, c'est des gens qui sont déjà vieux. Et les vieux os ne peuvent pas produire grand-chose. C'est des gens peut-être qui sont déjà c'est quelqu'un qui est déjà un soixantenaire ou bien septuagénaire. Celui qui a déjà 70 ans, 60 ans, quel effort vous voulez qu'il fasse? Donc ça, ce dernier-là, il est devenu une personne à mobilité réduite. C'est toi qui lui donnes la nourriture, c'est toi qui vas le vêtir, c'est toi qui vas le loger. Et son déplacement, tout ce qu'il y a, lorsqu'il tombe malade, c'est à ta charge. C'est à ta charge. Il a un petit palu, c'est à ta charge. Donc tout ce qu'il y a comme besoins vitaux, c'est à ta charge. Moi, je viens de faire le dépôt à ma maman tout à l'heure même. Puisque prendre soin de tes parents là. Moi, par exemple, au village, mon papa là, il a fait une construction. Et la maison qu'il a construite là, c'est pas aussi du tout mal. Si ce n'était pas qu'il a fait une construction avant là, et j'ai l'argent là, je peux lui faire une construction. Maintenant, si je trouve quelque chose par semaine, si je n'ai pas la force de le faire ça par jour là, par semaine là, si je trouve quelque chose là, je vais les envoyer. Dieu merci que la technologie a évolué aujourd'hui maintenant là. Et sans même déplacer là, tu peux faire Momo. Et c'est ça que je viens de faire tout à l'heure là. Au Nigeria, l'ancien ministre de la Justice, Abubakar Malami, doit répondre devant la Haute Cour fédérale d'Abuja, la capitale. Il doit être jugé pour terrorisme et soupçon de crimes financiers. L'ancien fonctionnaire a occupé des postes de procureur général et de ministre de la Justice entre novembre 2015 et mai 2023. Déjà en difficulté, il avait été accusé avec sa femme et son fils de blanchiment d'argent pour un montant de plus de 8 milliards de naira, soit environ 6 millions de dollars. Ce mardi, la Haute Cour fédérale d'Abuja l'a inculpé pour avoir sciemment encouragé le financement du terrorisme en refusant de poursuivre les financiers du terrorisme dont les dossiers avaient été transmis à son bureau. L'ancien fonctionnaire a été libéré sous caution le mois dernier dans l'affaire du blanchiment d'argent, mais il a été arrêté à nouveau peu après sa libération. Abubakar Malami est le dernier haut responsable de l'administration de l'ancien président Muhammadu Buhari à être jugé pour fraude. Au Ghana, la filière cacao est confrontée à des difficultés financières croissantes. L'association des acheteurs de cacao agréés du Ghana évoque une dette importante estimée à environ 750 millions de dollars. Cette crise fait suite à 2 mauvaises récoltes dues à des maladies telles que le virus du gonflement des pousses et à des conditions météorologiques défavorables. Pendant ce temps, les prix mondiaux du cacao ont enregistré une forte baisse, passant d'un pic d'environ 12 000 $ la tonne en 2024 à environ 4 000 $ actuellement. Une situation due à une demande plus faible et aux anticipations d'une meilleure offre à venir. Face à ces difficultés, le gouvernement ghanéen a réagi en prenant des mesures telles que l'ajustement des prix à la mi-février 2026 et en prévoyant un nouveau programme de financement national du cacao pouvant inclure des obligations cacao afin d'améliorer la trésorerie. Les acheteurs espèrent que cela permettra d'atténuer les difficultés. Deuxième producteur mondial de cacao après la Côte d'Ivoire, le Ghana dépend fortement de cette culture pour ses recettes d'exportation. Les 2 pays d'Afrique de l'Ouest fournissent environ la moitié du cacao mondial. Au Gabon, le ministère de la Communication a confirmé jeudi des discussions avec Meta et TikTok. La plateforme chinoise avait, selon Libreville, réagi dès le 18 février, affirmant partager l'objectif de maintenir un environnement numérique respectueux des droits et de la dignité des Gabonais. Depuis plus d'une semaine, le Gabon maintient la suspension de ses principaux réseaux sociaux, une mesure décidée le 17 février par l'autorité de régulation des médias. Facebook, TikTok, YouTube et Instagram restent inaccessibles, tandis que WhatsApp fonctionne de manière intermittente. Seuls les utilisateurs équipés de VPN parviennent encore à contourner ces restrictions.
Comme en témoigne l'explosion des téléchargements de l'outil Proton VPN, plus de 60 000% au 18 février. Pour les autorités, cette suspension n'est pas définitive. Elles affirment vouloir donner la priorité à une meilleure réglementation dans l'intérêt de tous. L'opposition dénonce une décision disproportionnée et inconstitutionnelle. Un mois après le retrait des rebelles de l'AFC M23 de la ville d'Ouvira dans le sud Kivu, des fosses communes contenant près de 170 corps ont été localisées selon des sources locales. Des découvertes qui soulèvent des questions sur l'ampleur des exactions commises pendant l'occupation de la ville. D'après plusieurs témoignages locaux, 2 fosses près d'une base militaire autrefois occupée par le M23 dans le quartier Kilomoni, commune de Kavimvira, contenait plusieurs dizaines de corps. Une autre fosse dans le quartier Kilumbula avec une vingtaine de corps. Et enfin une 4e fosse dans le village Kabimba situé à 8 km au sud d'Ouvira renfermait une 50aine de corps. Le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, ne confirme pour l'instant que l'existence de 2 fosses communes. Les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent une situation alarmante et exigent l'ouverture d'une enquête indépendante pour établir les responsabilités et identifier les victimes. En Libye, 7 migrants clandestins originaires d'Afrique subsaharienne ont été retrouvés morts sur une plage à l'est de Tripoli, la capitale. Parmi eux, 3 enfants et 2 femmes. Selon le Croissant Rouge libyen, d'autres migrants décédés n'auraient pas encore été retrouvés. L'organisation humanitaire qui a relaté l'information n'a pas fourni de détails sur les circonstances de leur mort. Les corps ont été retrouvés samedi soir à Kasser al-Akyar, une ville côtière située à environ 73 km à l'est de Tripoli, selon un communiqué. Depuis plus de 10 ans, la Libye est devenue un pays de transit clé pour des milliers de migrants qui tentent chaque année de rejoindre l'Europe. Les décès parmi ces personnes sont fréquemment signalés. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, plus de 2100 migrants clandestins sont morts ou ont disparu l'année dernière en tentant de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Des pourparlers entre l'Iran et les États-Unis se sont déroulés à Genève et ont duré plusieurs heures sous la médiation du sultan d'Oman. Ces échanges visent à apaiser les tensions entre les 2 pays alors que le président américain a rassemblé une vaste flotte de navires de guerre et d'avions de combat au Moyen-Orient afin de faire pression sur Téhéran pour qu'il conclue un accord sur son programme nucléaire. Les discussions de Genève se sont déroulées en 2 parties. Les parties se sont rencontrées indirectement pendant plusieurs heures avec le ministre des Affaires étrangères d'Oman, faisant la navette entre elles. Elles ont ensuite fait une pause d'1 heure avant de revenir pour d'autres réunions qui se sont terminées après la tombée de la nuit en Suisse. Le ministre des Affaires étrangères d'Oman a déclaré que les progrès avaient été réalisés et qu'il était prévu de tenir des discussions techniques à Vienne la semaine prochaine. C'est là que se trouve le siège de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'organisme de surveillance nucléaire de l'ONU qui jouera probablement un rôle clé dans tout accord éventuel. Mais nous avons suivi la télévision d'État iranienne juste avant la rupture des négociations. Elle a insisté sur le fait que l'Iran allait refuser d'expédier son uranium enrichi à l'étranger et exigerait de continuer à enrichir de l'uranium. Ce sont 2 choses que Trump a dites. Il reste donc difficile de savoir si un accord est envisageable ou non. Et pendant ce temps, le déploiement américain au Moyen-Orient continue de peser comme une menace d'attaque militaire potentielle contre l'Iran. Les pays de la région craignent qu'une action militaire ne déclenche une guerre régionale plus large. L'ancienne chef de la diplomatie américaine a été entendue jeudi par une commission d'enquête parlementaire sur ses liens avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein. Bill et Hillary Clinton avaient refusé dans un premier temps de se présenter devant la Chambre des représentants, dénonçant une tentative des républicains de détourner l'attention de la proximité passée entre Jeffrey Epstein et Donald Trump.
Hillary Clinton a réitéré sa ligne de défense. Je ne sais pas combien de fois j'ai dû le répéter. Je ne connaissais pas Jeffrey Epstein, je ne suis jamais allé sur son île, je ne suis jamais allé chez lui et je ne suis jamais allé dans ses bureaux. Cela a été dit et redit à maintes reprises. Contrairement à Hillary Clinton, des preuves matérielles attestent de la proximité de son époux Bill avec Epstein, notamment des déplacements communs à bord de son jet privé. Cependant, aucun acte répréhensible ne lui a jamais été formellement imputé. L'ex-chef d'État doit être entendu ce vendredi.